publics. Eh bien, pourquoi? Vous me diriez pourquoi? Eh bien, les marchés publics constituent un véritable levier pour le développement de l'économie, des investissements et pour le développement des entreprises quand elles ont la chance de décrocher des marchés publics. Alors justement, pour nous parler de ces marchés publics qui ont une spécificité, un mode de fonctionnement à part, qui répondent à un arsenal juridique qui est assez costaud, faut dire que l'État a fait beaucoup de choses pour l'assouplissement des procédures et pour permettre de faciliter l'accès des entreprises à la commande publique, à ce qu'on appelle la commande publique. Elle a fait énormément de choses. Mais est-ce que l'entreprise aujourd'hui, surtout la PME dont nous faisons partie, est-ce qu'elle a réellement profité des marchés, est-ce qu'elle profite réellement des marchés publics? Il faut souligner que l'État a réservé 30% de la commande publique aux PME, aux auto-entrepreneurs et aux coopératives, justement pour les inciter à soumissionner au marché public. Est-ce que ce quota est atteint? Est-ce que nos PME arrivent à accéder à ces marchés publics? Sinon, quels sont les freins? Et qu'est-ce qui ferait que ces entreprises pourraient accéder plus facilement au marché public? C'est ce qu'on propose c'est à ces questions que nous nous proposons de répondre. Pour cela, nous avons invité un expert en marché public. Je nomme M. Riyad Braïdan. Donc, il y a plus de 11 ans d'expérience dans le domaine des marchés publics, qui va se proposer de nous parler, de nous démystifier justement les marchés publics et de nous donner des conseils pour nous permettre de gagner des marchés publics. Alors, juste une précision avant de vous donner la parole, c'est Riyad. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être là pour ce soir. Avec plaisir, madame, merci beaucoup. Merci. Et justement, juste pour l'organisation, alors nous aimerions recueillir le maximum des questions, de réactions de votre part, de propositions de votre part, parce que l'un des objectifs des webinaires qui sont organisés par le Club des dirigeants, c'est de sortir avec des recommandations qui permettront de contribuer à améliorer le climat des affaires au Maroc. Donc, vos questions, vos propositions, vos feedbacks sont très importantes pour nous. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous y répondrons, Inch'Allah, à la fin de l'intervention de M. Riyad. Donc, sans plus attendre, Riyad, je vous donne la parole. Merci, madame, pour cette belle introduction. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Un remerciement chaleureux au Club des dirigeants pour cette invitation pour parler d'un sujet très important, c'est-à-dire les marchés publics, qui occupe une place très importante dans la confection du tissu économique marocain. Parce qu'il faut bien savoir que, surtout dans cette conjoncture difficile, caractérisée par la pandémie du Covid-19 qui a malheureusement impacté toutes les couleurs du tissu économique marocain, il faut bien savoir que malheureusement cette année, on a enregistré une baisse énorme dans la commande publique, en dépit des efforts qui ont été faits. Je saisis cette occasion pour mettre l'accent sur les hautes directives de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui a donné ces directives pour injecter 120 milliards de dirhams sur plusieurs années, afin de sortir doucement de cette crise, pour également soutenir la commande publique marocaine et l'économie marocaine en général. Également, dans la loi de finances 2021, on a prévu d'injecter de créer un fonds qui s'appelle Fonds Mohamed VI d'investissement, qui sera doté d'un budget estimé à 45 milliards de dirhams pour soutenir la commande publique. Une bonne nouvelle, la semaine dernière, le 4 février exactement 2021, le secrétariat général du gouvernement a validé, a donné son approbation pour un projet de décret relatif à la création de ce fonds, fonds de Mohamed VI d'investissement, qui bien entendu sera doté d'un budget de 45 milliards de dirhams pour maintenir la commande publique et pour soutenir l'entreprise marocaine. Alors, je saisis cette occasion pour demander à l'entreprise marocaine de tenir sa parole et de respecter son engagement, parce que
durant les négociations avec le gouvernement, l'entreprise marocaine, via la CGM, ils ont donné la promesse de soutenir, de préserver 80% des postes d'emploi dans cette conjoncture difficile. Donc, étant donné que le gouvernement a rempli c'est-à-dire sa part d'obligation, c'est-à-dire par la création du ce fonds Mohamed VI d'investissement qui sera doté d'un budget très intéressant. Donc, l'entreprise marocaine, elle aussi, est amenée à respecter sa part, c'est-à-dire d'obligation pour, c'est-à-dire travailler main dans la main, se serrer le coude pour tisser, confectionner un tissu économique marocain qui sera bénéfique pour tout le monde. Alors, dans cette présentation, avant c'est-à-dire d'entrer dans le vif du sujet, il faut bien savoir que les marchés publics, ils représentent 17% du PIB marocain, estimé à 110 milliards de dollars. Donc, 20%, c'est un montant énorme. Et j'estime qu'on est dans l'obligation, c'est-à-dire c'est indispensable de connaître les règles qui régissent les marchés publics, que ce soit pour l'ordonnateur ou bien pour l'entreprise marocaine, parce que les deux, c'est-à-dire les ordinateurs et l'entreprise marocaine, sont deux faces de la même monnaie et l'un ne peut pas progresser sans l'autre. Donc, il faut qu'il l'accompagne, qu'il faut qu'il travaille main dans la main pour améliorer les marchés publics marocains, pour se perfectionner, avoir les best practices qui vont nous permettre, c'est-à-dire de contribuer directement à, c'est-à-dire la contribution, c'est-à-dire augmenter la part dans le PIB marocain qui sera bénéfique pour notre économie. Alors, l'objectif de c'est-à-dire de cette présentation, je vais essayer de tout d'abord parler, c'est-à-dire de l'arsenal juridique qui régit le marché public. Ensuite, c'est-à-dire la partie la plus importante, c'est de partager avec vous ma modeste expérience, c'est-à-dire les cas que j'ai retenus durant mon parcours dans les marchés publics. Également, c'est-à-dire pour vous dire quelques astuces qui permettent, c'est-à-dire de se distinguer parfois d'avoir une offre économiquement la plus avantageuse. Et à la fin, je vais essayer de recenser dans un débat avec les personnes présentes ici pour être à leur écoute, pour recenser leurs demandes, leurs revendications, afin, c'est-à-dire de les proposer pour un prochain remaniement de l'arsenal, c'est-à-dire juridique qui régisse les marchés publics. Alors, premièrement, c'est quoi un marché? Alors, le marché, c'est un contrat conclu entre un maître d'ouvrage public et une entreprise marocaine. Elle est là pour répondre à un besoin, c'est-à-dire bien détaillé, bien ficelé. Il obéit à des lois et à des règles qui régissent le mode de passation ainsi que l'exécution. Alors, il faut bien savoir que, c'est-à-dire avant la conclusion d'un marché, on passe par la phase d'appel d'offres. L'appel d'offres, c'est un maître d'ouvrage, il exprime son besoin via un CPS, cahier de charge, qui englobe les parties prenantes. Un avis d'appel d'offres, un règlement de consultation, c'est-à-dire qui décrit les modalités de l'adjudication de l'appel d'offres, un cahier de clauses administratives particulier qui décrit les modalités administratives, un cahier de clauses techniques et un bordereau des prix, détail estimatif, c'est-à-dire pour la partie financière du projet. Alors voilà, ça c'est le cahier de charge. Le cahier de charge, c'est-à-dire passe par deux étapes. La première étape, c'est le lancement de l'appel d'offres, où on sollicite l'ensemble des entreprises intéressées. Et puis, la deuxième phase, c'est la phase de conclusion de marché qui sera signée entre les deux parties prenantes, à savoir, c'est-à-dire l'entreprise, l'ordonnateur et également la société déclarée attributaire du marché. Type de marché. On commence par le marché cadre. C'est quoi un marché cadre? C'est un marché qui est pluriannuel, c'est-à-dire sur plusieurs années. Alors, pourquoi on opte pour ce type de marché? Des fois, c'est-à-dire le besoin n'est pas bien déterminé. On n'arrive pas à déterminer par la quantité exacte de notre besoin. Donc, on établit ce qu'on appelle un marché cadre qui oscille entre une quantité minimum et une quantité maximum. Elle s'étale sur une durée de 3 ans.
Mais selon la réglementation en vigueur, il y a quelques prestations qui peuvent être conclues sur une durée de 5 ans. C'est-à-dire, mais la majorité, c'est une durée de 3 ans. Mais, c'est-à-dire, le marché cadre, il est renouvelable par tacite reconduction, c'est-à-dire si les deux parties prenantes, le maître d'ouvrage public et l'entreprise, sont d'accord. Sinon, c'est-à-dire ils peuvent résilier le marché, c'est-à-dire mettre fin, non pas résilier, mais mettre fin au marché après l'achèvement de chaque année. Éventuellement, il peut y avoir un réajustement, soit une augmentation de 10% ou bien une c'est-à-dire réduction de 25% du marché. C'est-à-dire les deux pourcentages, 10% et 25%, ils portent sur la durée globale du marché cadre. Alors, bien entendu, le type de prestations, c'est-à-dire qui concerne le marché cadre, ce sont les prestations dont on ne connaît pas, c'est-à-dire la quantité exacte, c'est-à-dire du besoin. Par exemple, les prestations de maintenance. Je suis une entreprise qui fait un maître d'ouvrage public qui fait des prestations de maintenance des bâtiments. J'ai plusieurs bâtiments répartis dans tout le Maroc. Donc, du coup, ce n'est pas facile pour moi c'est-à-dire fixer exactement la quantité de mon besoin durant une année. Donc, le législateur marocain, il me donne la possibilité de conclure un marché cadre qui me dit, c'est-à-dire que c'est-à-dire qui me permet c'est-à-dire exprimer mon besoin entre une quantité minimum et une quantité maximum. Maintenant, le marché reconductible. Le marché reconductible, c'est la même chose, c'est un marché pluriannuel qui s'étale également entre soit une durée de 3 ans, soit une durée de 5 ans. La seule différence avec le marché cadre, c'est que le marché reconductible, il est arrêté, il est fixe, le montant du marché, il est fixe. Il n'oscille pas entre une quantité minimum et une quantité maximum. C'est un marché arrêté avec un montant fixe, mais il est répétitif. C'est-à-dire, je conclue un marché pour cette année, l'année prochaine, c'est le même montant, et l'année d'après, c'est le même montant. C'est ça la différence entre marché cadre, dont on ne connaît pas la quantité, et le marché reconductible, qui a une quantité fixe. Également, c'est-à-dire, on ne peut pas choisir au hasard une telle prestation. On peut dire qu'il fera l'objet d'un marché cadre, pardon, marché reconductible, mais il y a une liste arrêtée par les autorités compétentes, les décideurs. Et cette liste est jointe au décret des marchés publics 3.12.349 entré en vigueur le 20 mars 2013, qui arrête la liste des prestations qui peuvent faire l'objet d'un marché reconductible. Donc, il faut bien retenir que le marché reconductible est là, c'est-à-dire c'est un montant fixe, répétitif. Le marché cadre, il n'a pas une quantité, il oscille entre une quantité minimum et une quantité maximum. Marché à tranche conditionnelle. Le marché à tranche conditionnelle, c'est un marché où on a une ou plusieurs tranches fermes, une ou plusieurs tranches conditionnelles. C'est-à-dire, le maître d'ouvrage, il décide de lancer une prestation, par exemple, on choisit un exemple, par exemple la formation, une tranche ferme concernant, c'est-à-dire, il est sûr qu'il va l'exécuter, une tranche conditionnelle, il n'est pas sûr. L'exécution ou bien l'affermissement de cette tranche, elle est tributaire de la disponibilité du budget par la suite. Alors, ce type d'appel d'offres, c'est-à-dire on a plusieurs lots, par exemple lot 1 tranche ferme, lot 2 tranche conditionnelle. Alors, l'adjudication de ce type de prestations se fait sur un montant global. Quand on lance l'appel d'offres, les entreprises, elles présentent leur offre, c'est-à-dire la tranche ferme, tel ou tel montant, tranche conditionnelle, tel ou tel montant. Donc, l'adjudication, elle se fait sur le montant global. On prend la tranche ferme plus la tranche conditionnelle. Alors, c'est là où je vais intervenir pour vous donner une astuce. Parce que, étant donné qu'on est sûr que la tranche ferme sera exécutée, donc ça sera très intéressant pour l'entreprise c'est-à-dire remplir de s'intéresser plutôt, de se focaliser sur la tranche ferme. Parce que là où il va, c'est-à-dire gagner, sera intéressé par la prestation. Par contre, la tranche conditionnelle, il peut être exécuté comme il ne peut pas être exécuté. Donc, ça serait judicieux, ça serait très intéressant, c'est-à-dire pour l'entreprise, de se comporter d'une manière un petit peu intelligente, entre guillemets, et de marger le bénéfice sur la tranche ferme et la tranche conditionnelle, c'est-à-dire de ne pas lui accorder beaucoup d'importance parce qu'il peut être exécuté comme il ne peut pas être exécuté. Donc, voilà.
Ça, c'est ce qui concerne le marché à tranche conditionnelle. Le marché à l'outil. Le marché à l'outil, c'est un marché qui contient plusieurs lots, c'est-à-dire lot 1, lot 2, lot 3, etc. Qu'est-ce qu'on entend par lot? Pour les fournitures, c'est un article, un ensemble d'articles, et même plusieurs c'est-à-dire articles. L'ensemble des articles présente un caractère homogène ou bien complémentaire. Pour les travaux et les services, c'est un groupe de prestations qui présentent les mêmes caractéristiques techniques. Ils sont semblables ou bien complémentaires. Par exemple, on lance un appel d'offres pour la formation. Lot 1, c'est la formation des collaborateurs. Lot 2, pour la formation des managers. Lot 3, pour la formation des techniciens, etc. etc. Donc, c'est ça ce qu'on appelle marché à l'outil. Les formes des marchés. On a plusieurs types de marchés. Le marché à prix global, un marché, on donne un prix forfaitaire. Donc, l'entreprise s'engage à réaliser telle ou telle prestation moyennant un prix forfaitaire. Alors, conformément à la réglementation en vigueur, elle est dans l'obligation c'est-à-dire de réaliser la prestation, quelles que soient les quantités réellement exécutées, parce qu'il s'engage à réaliser la prestation moyennant un prix forfaitaire. Le marché à prix unitaire, c'est un marché qui contient plusieurs prix unitaires, c'est comme son nom l'indique. Le marché à prix mixte, c'est un marché qui regroupe les deux à la fois, quelques prix globaux et des prix unitaires. Le marché à prix ferme, c'est un marché où les prix sont fermes, c'est-à-dire on a conclu le marché avec tel ou tel montant. Donc l'entreprise sera payée pour tel ou tel montant. À prix révisable, c'est un marché dont les prix sont révisés par la suite, parce que des fois, en principe, pour les travaux sont passés à prix révisable, parce qu'il y a plusieurs composantes qui entrent dans les prix et qui éventuellement peuvent connaître soit des augmentations, soit des diminutions selon la tendance et le comportement du marché, comme par exemple Euh, le micro Syriac. c'est bon, c'est bon. Oui. Donc, ce sont des prix où on a plusieurs voilà, on a plusieurs prix dans la composante, c'est-à-dire qui ont des composantes qui peuvent évoluer avec le marché, ce sont des marchés à prix révisables. Et le marché à prix au pourcentage, c'est un marché c'est-à-dire où l'entreprise présente soit une majoration, soit un rabais. Alors là, j'aimerais bien attirer l'attention des entreprises, des personnes présentes ici, parce que c'est très important. Alors pourquoi? Éventuellement, le maître d'ouvrage peut lancer un appel d'offres sur soit majoration ou bien un rabais. Donc, il donne la prestation. Au niveau du cahier de charge, il arrête, c'est-à-dire le montant global, et il dit que je veux réaliser cette prestation, ce marché avec tel ou tel prix. L'entreprise est amenée à présenter soit une majoration, soit un rabais. Alors, en principe, l'entreprise ne doit pas toucher ne doit pas toucher le prix, c'est-à-dire ne pas rectifier le prix. Personnellement, c'est-à-dire j'ai eu l'occasion de voir plusieurs entreprises c'est-à-dire qui ont malheureusement raté un marché à cause de ça, parce qu'en principe, ils présentent une offre des fois très compétitive, mais ils modifient le prix. Mais conformément aux dispositions de l'article 40 du décret de marché public, le prix pour un marché à prix au pourcentage doit être fixe. L'entreprise ne doit pas toucher ou bien modifier ni le libellé, ni la quantité des prix. Elle doit juste présenter un pourcentage, une majoration ou bien un rabais. Bien entendu, c'est-à-dire si une entreprise modifie les quantités, elle est écartée sur le champ, ce qui il perd non seulement pour elle, mais également pour le maître d'ouvrage public, parce qu'il sera obligé de choisir le deuxième moins disant qui, naturellement et visiblement, ne présente pas une offre compétitive. Et donc, c'est une perte pour les deux parties. Donc, voilà. Donc concrètement, c'est Riyad. Donc il faut respecter exactement le bordereau de prix qui a été proposé dans le cahier de charge, ajouter juste le pourcentage, que ce soit une majoration, une rabais uniquement, et laisser exactement la colonne qui est réservée au prix intouchable. C'est clair. Exactement, tout ça. C'est exactement ça. Parce que des fois, les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils modifient le prix. Ils Oui. modifient, c'est-à-dire ils ajoutent, soit ils donnent son propre prix, alors que c'est contre la réglementation. C'est un vice, c'est-à-dire vice pour l'entreprise. Donc, du coup,
Elle est écartée conformément aux dispositions de l'article 40, deuxième paragraphe de alinéa 3. C'est clair et net. Donc, elle est écartée. La commission, elle passe au deuxième moins, disons, si c'est une perte, non seulement pour l'entreprise, mais également pour le maître d'ouvrage public. Et personnellement, j'ai vu des cas pareils. Donc, j'ai vu plusieurs entreprises qui ont raté des marchés facilement. Pour des erreurs pareilles. Alors, la procédure de marché public. Donc, on a l'appel d'offres qui est ouvert ou bien restreint. Un appel d'offres restreint, c'est un appel d'offres dont l'estimation est inférieure à 2 millions de dirhams. On peut lancer un appel d'offres restreint sous réserve d'une note, c'est-à-dire d'un certificat administratif signé par le maître d'ouvrage public. Pourquoi un appel d'offres restreint? C'est-à-dire quelques prestations. Donc, on connaît qu'il y a seulement une dizaine d'entreprises qui font ça. Par exemple, je veux créer c'est-à-dire donner l'occasion des espaces aux banques pour qu'ils installent leur GAB. Donc, je ne vais pas lancer un appel d'offres ouvert parce que je connais, c'est un appel d'offres qui intéresse uniquement, c'est-à-dire les banques. Donc, pour ce mode de passation, je vais choisir l'appel d'offres restreint. Mais, c'est-à-dire, à part l'appel d'offres restreint, il y a l'appel d'offres ouvert. Ça ne veut pas dire que chaque appel d'offres inférieur à 2 millions de dirhams, je dois lancer un appel d'offres restreint. Non. L'appel d'offres ouvert, il concerne, quelle que soit la taille et l'estimation de la prestation, mais pour le restreint, c'est obligatoirement doit être inférieur à 2 millions de dirhams. Après, on a le concours qui concerne les prestations architecturales ou bien les marchés de conception-réalisation. Puis, on a la procédure négociée, c'est-à-dire marché de gré à gré, sans passer par le mode appel d'offres, mais c'est-à-dire limité. On ne peut pas conclure facilement un marché négocié parce qu'il y a plusieurs conditions qu'il faut remplir, soit l'urgence, soit une prestation dont on connaît, c'est-à-dire, par exemple, on exige un brevet ou bien une certification. On sait très bien qu'il y a une seule entreprise qui dispose de cette licence, ou bien cet agrément, bien, etc. Ou bien le cas c'est-à-dire de cas de force majeure, inondation, etc. Ou bien le cas d'inauguration, un truc qui est extrême urgence. À ce moment-là, on peut lancer un marché négocié. Dernièrement, l'appel à manifestation d'intérêt qu'on lance, c'est-à-dire uniquement pour faire de la prospection, c'est-à-dire on lance un appel à manifestation d'intérêt pour voir le marché comment il est, avant, c'est-à-dire de conclure, de lancer un appel d'offres. Et finalement, les achats électroniques inversés. On va parler par la suite. Excusez-moi, c'est Riyad, juste en termes de pourcentage, j'imagine que les appels d'offres ouverts sont majoritaires, ils sont comme ça, à titre indicatif, plus de 90% des marchés qui sont passés. Oui, plus ou moins, c'est exactement. C'est la majorité, ce sont des appels d'offres ouverts. Parce que plus de 90%. Oui, rarement on conclut des marchés négociés dans les cas très, 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 très urgents. C'est extrême urgence, mais généralement, c'est plus ou moins 90% sont des appels ouverts pour l'ensemble des organismes publics au Maroc. Donc moi, je parle, c'est-à-dire pour tous les organismes publics au Maroc. La partie prépondérante, c'est les appels d'offres ouverts. Alors, c'est-à-dire, quelle est la modalité des appels d'offres, l'appel à concurrence? Alors, premièrement, c'est-à-dire, on lance un appel d'offres, on le publie conformément à l'article 20, c'est-à-dire de la réglementation des marchés publics. Elle est dans l'obligation d'être publiée dans 2 journaux, un en arabe, un en français, également dans le portail marocain des marchés publics, c'est une obligation. Le délai de publication, il est de 40 jours ou bien de 21 jours. 21 jours pour les travaux. L'appel d'offres, il est inférieur à 67 millions de dirhams hors taxes. Alors, il est publié 21 jours. Pour les études, inférieur à 8,7 millions de dirhams hors taxes, il est publié 21 jours. Au-dessus de 67 millions de dirhams pour les travaux, il est publié à 40 jours. Et également, au-dessus de 8,7 millions de dirhams hors taxes pour les études, il est publié pour une durée de 40 jours. Donc, le délai court à compter du lendemain de la publication dans le journal apparu le 10e jusqu'au dernier jour avant la date limite de remise des plis. Alors là, j'aimerais bien attirer l'attention, c'est-à-dire souligner un point très important. Éventuellement, une entreprise désire avoir une extension de délai ou bien demande un report, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret des marchés publics, paragraphe 2, alinéa 3. Donc, cette entreprise doit
saisir le maître d'ouvrage dans la première moitié de délai de publication. Par exemple, si le délai est de 21 jours, donc 21 divisé par 2, plus ou moins 10 jours. Donc, il doit saisir le maître d'ouvrage dans la première dizaine de publications. Si le délai est de 40 jours, la même chose. Il doit saisir dans le premier 20 jours. Il peut solliciter, c'est-à-dire demande de report. Donc, une fois qu'on lance l'appel d'offres, les entreprises qui sont intéressées doivent préparer leur offre, un dossier administratif qui contient en premier lieu la déclaration sur l'honneur et copie éventuellement, si on a un groupement, copie légalisée de la convention du groupement. Et la pièce la plus importante, c'est la caution provisoire. Si l'entreprise a été déclarée attributaire, alors là, c'est un amendement qui a été adopté par, c'est-à-dire au niveau, le législateur, il a validé cet amendement. Parce qu'avant, j'ai eu la chance de travailler, c'est-à-dire sur 3 règlements des achats, 2016, 2011, 2013. Avant, c'est-à-dire on exige le certificat, c'est-à-dire le registre de commerce, l'attestation fiscale, l'attestation de la CNSS, on exige toutes ces pièces. Mais après, c'est-à-dire après 2013, on exige en premier lieu uniquement ces deux pièces, la déclaration sur l'honneur et la caution provisoire. Si l'entreprise est déclarée attributaire, on lui écrit pour qu'il, c'est-à-dire ramène le complément du dossier administratif qui contient l'attestation fiscale, l'attestation de la CNSS, les pouvoirs des signataires, la déclaration d'intégrité, l'acte d'engagement environnemental et social. Alors au début, c'est uniquement ces pièces, mais après, on lui donne un délai, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être inférieur à 7 jours pour qu'il ramène le complément du dossier administratif. Le dossier technique, c'est-à-dire il indique une note indiquant la liste, le lieu, la date, la nature, l'importance des prestations, éventuellement les attestations des références, si les classifications classe 1, classe 2, etc., si le CPS l'exige, et attestation de la classification si également il l'exige. Il est exigé par le CPS. Donc, le principal composant des dossiers techniques. Éventuellement, on peut avoir une offre technique qui contient toutes les pièces techniques afférentes à la prestation, par exemple la méthodologie, le planning, c'est-à-dire toutes les pièces, l'origine du fabricant, l'origine de la matière, donc toutes les pièces à caractère technique, ils sont exigés, c'est-à-dire par le CPS, alors ils font partie de l'offre technique. Et finalement, l'offre financière qui contient l'acte d'engagement, qui engage, c'est-à-dire l'entreprise à réaliser la prestation moyennant le montant, et le bordereau des prix détail estimatif, et éventuellement la décomposition des prix, le cas échéant. Alors la commission, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire il reçoit les offres, il ouvre, c'est-à-dire les pièces de dossier administratif, il vérifie les pièces. Éventuellement, s'il y a un problème de discordance au niveau de la déclaration sur l'honneur ou bien une non-remise de la caution provisoire, alors l'entreprise est écartée. Sinon, il offre, c'est-à-dire il établit un PV, la liste des entreprises qui ont été acceptées. Il confie éventuellement les travaux, l'étude technique à une sous-commission qui va faire l'étude technique. Il établit un rapport qui s'appelle le rapport de l'étude technique. Il envoie à la commission qui, c'est-à-dire sur la base de ce rapport, et statue c'est-à-dire pour déterminer les entreprises qui ont été acceptées sur le plan technique, les entreprises qui n'ont pas été acceptées, celles qui ont été écartées, ils peuvent saisir le maître d'ouvrage, c'est-à-dire après c'est-à-dire l'achèvement des travaux de la commission. Ils peuvent également, c'est-à-dire pour demander des éclaircissements, pourquoi ils n'ont pas été acceptés. Donc voilà, celles qui ont été acceptées sur le plan technique, on ouvre leur pli financier et on, c'est-à-dire confie, c'est-à-dire si on fait ce qu'on appelle la vérification arithmétique pour vérifier l'offre, le montant, etc., est-ce qu'il est correct. Si après, on demande à l'entreprise dont l'offre est économiquement la plus avantageuse de ramener le complément du dossier administratif et on lui donne un délai qui n'est pas c'est-à-dire au-dessus de 7 jours. S'il ramène, c'est-à-dire toutes les pièces du complément du dossier administratif, alors la commission établit le PV de jugement, c'est-à-dire, et voilà. Il a un délai de 24 heures pour afficher, c'est-à-dire les travaux de la commission qui, conformément aux dispositions de l'article, c'est-à-dire 41, doivent être publiés dans le portail marocain des marchés publics dans les locaux du maître d'ouvrage. Également, le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 5 jours pour aviser
l'entreprise qui a été déclarée attributaire, il avise dans le même délai, à savoir 5 jours, les autres concurrents qui ont été écartés. Et puis voilà, on établit ce qu'on appelle la notification provisoire et on passe la phase du marché. Maintenant, on parle du marché négocié, c'est-à-dire le marché négocié qui peuvent être c'est-à-dire conclus pour des cas bien spécifiques, c'est-à-dire on ne passe pas par le mode des appels d'offres, pour les cas d'extrême urgence, c'est-à-dire cas de force majeure, une entreprise qui dispose d'une licence, c'est-à-dire qui est la seule entreprise qui existe. Donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire on ne passe pas par le mode d'appel d'offres, mais on conclut directement un marché négocié. Alors, il y a deux types de marchés négociés. Passer avec publicité préalable et mise en concurrence, sans publicité préalable et sans mise en concurrence. Les cas dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ils sont conclus sans publicité et mise en concurrence. Pour les appels d'offres, c'est-à-dire les marchés négociés, c'est-à-dire on publie un avis, on dit qu'on va conclure un marché négocié, etc. Alors, concerne les appels d'offres qui ont été déclarés infructueux pour 2 fois. Il a été lancé une fois, déclaré infructueux. On l'a relancé une deuxième fois, il a été déclaré infructueux. Alors, dans ce cas-là, on peut conclure un marché négocié à condition, c'est-à-dire qu'entre le délai de conclusion du marché, le délai où l'appel d'offres a été déclaré infructueux pour une deuxième fois doit être inférieur à 21 jours. À ce moment-là, c'est-à-dire on conclut un marché négocié, mais on publie un avis où c'est-à-dire on dit qu'en quoi on a publié c'est-à-dire l'appel d'offres a été déclaré infructueux 2 fois et on va conclure un marché négocié. Mais généralement, c'est-à-dire les marchés négociés sont passés sans publicité préalable, sans mise en concurrence, et ça concerne les prestations dont j'ai parlé, c'est-à-dire tout à l'heure. Alors, les bons de commande concernent les petites prestations dont l'estimation est inférieure à 600 000 dirhams. Mais il faut bien, c'est-à-dire comprendre une chose très importante. C'est-à-dire les 600 000, parce qu'il y a une sorte d'amalgame ambiguïté au niveau des maîtres d'ouvrage publics, parce que les 600 000 stipulés par le décret des marchés publics concernent chaque ordonnateur et chaque nature, c'est-à-dire chaque nature d'ouvrage. Alors, on ne peut pas, par exemple, les 600 000, ne peut pas, par exemple, une personne, un ordonnateur n'a pas le droit de dépasser 600 000 dirhams par an. Alors, chaque ordonnateur, il a le droit de conclure des bons de commande à condition de ne pas dépasser 600 000 dirhams par an. Donc, les bons de commande sont limités. Également, il y a une liste des prestations qui peuvent faire l'objet d'un bon de commande. On ne peut pas venir du jour au lendemain, c'est-à-dire une prestation dont c'est-à-dire on peut la lancer selon un appel d'offres et on la conclut selon un bon de commande. Alors non, la réglementation n'autorise pas. Il y a des prestations, c'est-à-dire qui sont bien arrêtées au niveau du décret des marchés publics où le législateur nous donne la possibilité de conclure des bons de commande. Justement, quels sont ces types de prestations, Riyad? C'est-à-dire des petites prestations de maintenance, par exemple, maintenance de bâtiments, quelques, par exemple, fournitures de bureaux, au niveau de la fourniture de bureaux, des petits aménagements des locaux, etc. Donc, ce sont des prestations qui ne sont pas techniquement très compliquées, ne sont pas d'une grande envergure, où on a le droit, c'est-à-dire de conclure un bon de commande. Notification des marchés. Alors, une fois, c'est-à-dire que l'appel d'offres a été déclaré, c'est-à-dire attributaire, on passe au monde du marché, c'est-à-dire on établit le marché. Alors, on passe au monde du marché, il est conclu, c'est-à-dire est assigné par les deux parties prenantes, en l'occurrence le maître d'ouvrage public et l'entreprise déclarée attributaire de l'appel d'offres. Ce marché doit être signé dans un délai soit 75 jours, soit 120 jours. 120 jours, ce qu'on appelle le délai de validité des offres. Il est réservé uniquement, c'est-à-dire pour les appels d'offres stratégiques, mais généralement, le délai de validité il est de 75 jours. Alors, en principe, c'est-à-dire le marché doit être publié dans ce délai. Le délai de 75 jours court entre la date d'ouverture des plis et la date de notification d'approbation du marché. Éventuellement, on peut, c'est-à-dire le délai peut être expiré. À ce moment-là, on demande à l'entreprise de proroger son délai, c'est-à-dire donner son accord pour la prolongation du délai de validité des offres. En tout état de cause, c'est-à-dire la notification du marché
c'est-à-dire doit se faire dans une période où l'offre elle est valable. Sinon, ça sera c'est-à-dire un vice de procédure. D'accord. C'est-à-dire, pardon, j'aimerais bien attirer, si le délai est expiré, c'est-à-dire de 75 jours, alors l'entreprise peut également, c'est-à-dire dire au maître d'ouvrage, je ne suis pas d'accord, donc je décide de retirer mon offre. À ce moment-là, le maître d'ouvrage doit restituer la caution provisoire à l'entreprise. Si le délai est expiré, donc l'entreprise elle est libre soit de proroger, donner dans son accord pour la prolongation délai de validité d'offre, ou bien, c'est-à-dire de donner son refus. À ce moment-là, il peut, c'est-à-dire il est dans l'obligation du maître d'ouvrage de restituer la caution provisoire à l'entreprise. Maintenant, on va parler d'un volet très important, c'est-à-dire les dématérialisations. Alors, en principe, la dématérialisation, c'est un volet très important. Ça nécessite, c'est-à-dire seul un webinaire. Mais Oui. je vais essayer de passer brièvement. Si vous êtes intéressé, j'ai quelques modestes participations, des publications au niveau de quelques journaux marocains. J'ai également eu la chance de participer dans un débat, dans un webinaire avec des experts dans le domaine des achats, dans un webinaire qui a été animé par le grand journaliste Faisal Tetlaoui, où on a, c'est-à-dire, discuté la digitalisation de la fonction achat à l'ère du Covid. Également, j'ai un article en arabe, si vous êtes intéressé, je peux vous le communiquer par la suite, où j'ai détaillé, c'est-à-dire les principaux apports de la transformation digitale, non, c'est-à-dire sur c'est-à-dire la fonction achat et également c'est-à-dire sa contribution dans les marchés publics en général. Il faut bien savoir que, c'est-à-dire l'une des principales, c'est-à-dire je dirais, innovation, bien, c'est-à-dire l'un des principaux amendements du décret des marchés publics numéro 312-349, entré en vigueur le 20 mars 2013, c'est l'adoption d'un tout un chapitre qui régit la dématérialisation. Avant, c'est-à-dire, on travaille avec la méthode classique, lance l'appel d'offres, le papier, CPS, l'entreprise, elle vient de Zegoro, bien de Ouarzazate jusqu'à Rabat pour retirer un CPS, ce qui est une perte d'énergie, perte d'argent, c'est-à-dire sur tous les niveaux, non seulement pour le maître d'ouvrage public, mais également pour l'entreprise marocaine. Il faut bien savoir que, c'est-à-dire, en principe, le Maroc a opté pour une voie, c'est-à-dire une politique de, c'est-à-dire protection de l'environnement. On a, alhamdoulilah, organisé un grand événement à l'échelle mondiale, la COP22, où on a, c'est-à-dire Marrakech a abrité un événement, c'est-à-dire qui, c'est-à-dire pour la protection de l'environnement. On a, c'est-à-dire, on s'est lancé dans des grands projets d'une grande envergure à Ouarzazate, comme par exemple le projet de Nord. Donc, ça contre notre politique, c'est-à-dire de négliger tous les outils, tous les moyens dont on dispose et continuer à travailler avec le papier. Il faut bien savoir que malheureusement, les administrations publiques marocaines, ils consomment en moyenne 650 000 tonnes de papier par an. Également, c'est-à-dire ce papier il génère plus ou moins, c'est-à-dire 100 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui est néfaste non seulement pour l'environnement, mais également il présente une charge et un coût supplémentaire pour l'entreprise marocaine. Alors, bien entendu, le décret des marchés publics, il a réservé un chapitre, le chapitre 5, les articles 147 à 151, qui décrivent en détail, c'est-à-dire toute la procédure de dématérialisation, c'est-à-dire des marchés publics. Également, il y a un arrêté du ministre des Finances où on décrit en détail toute la procédure depuis le lancement de l'appel d'offres, c'est-à-dire la soumission électronique, les différentes parties c'est-à-dire de lancement de l'appel d'offres et des signatures du marché. Et il faut bien savoir également qu'on a une loi, la loi numéro 5305, qui donne aux signatures électroniques la même force probante que la signature classique. Il faut bien savoir qu'en vertu de cette loi, devant un juge en cas de litige, la signature électronique elle a la même force probante que la signature classique, à condition que, c'est-à-dire la signature électronique doit être de type, c'est-à-dire classe 3. Alors, le seul organisme au Maroc habilité à délivrer la signature électronique, c'est le Barid e-Sign. Le Barid e-Sign, c'est un organisme
sous l'égide de la Banque Maghreb, est le seul organisme qui est habilité à délivrer la signature électronique type classe 3, qui, bien entendu, a la même force probante que la signature classique. Alors, le principe de la dématérialisation, c'est-à-dire quand on lance un appel d'offres, chaque entreprise, s'il dispose de la signature électronique, le dossier administratif, le dossier technique, toutes les pièces dont on a parlé tout à l'heure, il peut, c'est-à-dire les déposer d'une manière électronique au niveau du portail marocain des marchés publics. Donc, il n'a pas à se déplacer jusqu'au lieu de maître d'ouvrage. Il peut, c'est-à-dire, déposer c'est-à-dire le dossier administratif, l'offre, le dossier technique. Donc, il peut répondre à la consultation via le portail marocain des marchés publics qui, c'est-à-dire, il est géré par la Trésorerie générale des Royaumes et la seule plateforme dédiée aux établissements publics, c'est-à-dire qui peut accueillir ce mode de pratique, c'est-à-dire la dématérialisation. Donc, les entreprises publiques n'ont pas le droit, c'est-à-dire de procéder, de court-circuiter le portail marocain des marchés publics, mais toute la procédure de la dématérialisation des marchés publics, elle passe via le portail marocain des marchés publics. Il faut bien savoir que, je peux dire, entre guillemets, grâce à la pandémie de la COVID-19, la transformation digitale, elle est entrée dans notre mode de vie par effraction. Elle n'était pas la bienvenue. Malheureusement, on considérait toujours la transformation digitale comme un accessoire, quelque chose de secondaire. Et même si on avait les moyens et les techniques, c'est-à-dire pour améliorer les pratiques, on essaie toujours, on optait pour le papier parce qu'on s'est familiarisé avec le papier. On a créé ce qu'on appelle une fausse zone de confort avec le papier, heureusement, entre guillemets, c'est que la pratique, c'est-à-dire la pandémie, elle a changé nos pratiques et on était obligé c'est-à-dire de travailler avec la digitalisation. Il y a même un écrit, une circulaire de la part du ministre des Finances qui a, c'est-à-dire, allégé un petit peu, c'est-à-dire la procédure parce qu'avant, il y avait une clé de chiffrement, c'est-à-dire pour les offres étaient chiffrées, mais après, c'est-à-dire au niveau de la pandémie, donc on a exigé, c'est-à-dire l'annulation de cette clé de chiffrement pour alléger un petit peu la procédure, pour la rendre souple. Donc voilà, en gros, c'est-à-dire la transformation digitale. La soumission électronique. Oui. Alors, voie de recours. Tout concurrent, c'est-à-dire à la fin d'une procédure, il peut saisir, c'est-à-dire le président du conseil d'administration, s'il a des remarques ou des contestations. Il peut saisir également, c'est-à-dire la commission des marchés, c'est-à-dire au cas où, c'est-à-dire il a, c'est-à-dire saisi le maître d'ouvrage, il a reçu des réponses, il n'a pas été convaincu, donc il avait des remarques. Donc en cas de litige, il peut saisir le président, c'est-à-dire du conseil d'administration, comme il peut saisir directement, c'est-à-dire la commission des marchés, sans passer par le président du conseil d'administration. Voilà. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important parce que concrètement, quand une société est évincée, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan financier, qu'elle estime qu'elle a été lésée, elle n'est pas satisfaite des arguments qui ont été avancés, elle peut faire le recours. C'est très important, ça, à savoir si. Oui, bien sûr. Mais à mon avis, si j'étais moi une entreprise, je préfère saisir tout d'abord le maître d'ouvrage, avoir quelques éclaircissements, c'est-à-dire essayer d'étudier la réponse du maître d'ouvrage. Puis, si je n'étais pas convaincu, c'est-à-dire je peux passer par le président du conseil d'administration, je laisse la commission des marchés à la fin. Parce qu'éventuellement, des fois, on peut être, c'est-à-dire on peut ne pas avoir raison. Donc, ça sera très important pour les deux parties de résoudre le problème à l'amiable et laisser, c'est-à-dire la commission du marché à la fin. Très bien, c'est clair. Oui. Maintenant, on va passer à c'est-à-dire la phase d'exécution du marché. Il y a ce qu'on appelle les ordres de service, les avenants et la décision prévue concernant l'augmentation de la masse des travaux. Les ordres de service sont des ordres de service signés par le maître d'ouvrage au cours de l'exécution, soit pour demander à une entreprise, par exemple, d'exécuter telle ou telle prestation, d'ajourner, d'arrêter, c'est-à-dire les travaux pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire de réaliser quelques prix supplémentaires, d'arrêter. Donc, c'est le canal de communication entre le maître d'ouvrage et entre l'entreprise au cours de l'exécution. Les avenants, ce qu'on appelle en arabe le mulhaq, ce sont des contrats
qui sont conclus après, c'est-à-dire la signature du marché, pour plusieurs raisons. Par exemple, au cours de l'exécution du marché, il s'est avéré qu'on est face à des prix supplémentaires qui n'ont pas été prévus au niveau du marché. Alors là, l'entreprise elle exécute ces prix et c'est-à-dire ces prix seront actés par la suite moyennant un avenant en avenant au marché signé par les deux parties prenantes. Également, si l'entreprise désire changer les coordonnées bancaires, il peut émettre une demande à l'intention du maître d'ouvrage pour changer les coordonnées bancaires. Le changement des coordonnées bancaires nécessite la conclusion d'un avenant. Il y a un grand amendement qui a été fait au niveau des CCG, qui est de clause générale, c'est-à-dire des travaux et fournitures. Il est entré en vigueur le 5 mai 2016. On a détaillé, c'est-à-dire on a élargi un petit peu l'ensemble c'est-à-dire des cas où on peut conclure un avenant, comme par exemple le changement d'un mandataire du groupement. Si on a un marché avec un groupement, on change le mandataire, alors on peut, c'est-à-dire on doit signer un avenant. Également, c'est-à-dire pour rectifier des erreurs qui ont été décelées concernant les pièces du marché. Alors, il faut passer par un avenant. Également, en cas de décès des titulaires, si le marché doit passer aux héritiers, cette opération nécessite la conclusion d'un avenant. Il y a d'autres cas également qui sont stipulés au niveau de l'article 6 des CCG, cahier de clause générale. Voilà, également, on peut conclure un avenant pour le changement, c'est-à-dire la personne du maître d'ouvrage. La raison sociale, c'est-à-dire si une société décide de changer sa nomination, cette opération nécessite la conclusion d'un avenant. Un cas de force majeure pour modifier le délai d'exécution, des travaux supplémentaires et la domiciliation bancaire. Alors, ce changement nécessite la conclusion d'un avenant signé par les deux parties prenantes, c'est-à-dire l'entreprise et également le maître d'ouvrage. Cession du marché, cas d'une fusion ou d'une cession alors, ce sont des cas également qui nécessitent la conclusion d'un marché. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si le titulaire du marché est décédé, alors la passation du marché à ses héritiers nécessite la conclusion d'un avenant. Également, quand une fusion ou une scission de l'entreprise, si on a un marché avec une entreprise il a été, c'est-à-dire c'est-à-dire il a été soit absorbé par une autre entreprise ou bien la scission d'une entreprise a été répartie en deux. Cette opération, c'est-à-dire cet acte juridique, doit être acté moyennant un avenant. Maintenant, on va parler des réceptions. C'est-à-dire la réception provisoire, c'est-à-dire une fois que l'ouvrage a été, c'est-à-dire terminé, on établit ce qu'on appelle un PV de réception provisoire. Mais avant, c'est-à-dire la signature de réception provisoire, il faut faire ce qu'on appelle des opérations préalables à la, c'est-à-dire réception provisoire, où on fait un PV pour constater si les prestations ont été exécutées conformément aux exigences du marché. La signature de la réception provisoire libère l'entreprise de sa caution définitive parce qu'il faut bien savoir que l'entreprise, une fois qu'il signe le marché, elle a un délai d'un mois pour ramener ce qu'on appelle la caution définitive, qui représente 3% du montant du marché. Une fois que l'ouvrage est terminé, on signe ce qu'on appelle la réception provisoire. L'entreprise est libérée de sa caution provisoire. Et à ce moment-là, commence le délai de garantie. Le délai de garantie, c'est entre la réception provisoire et la réception définitive. L'entreprise doit également donner ce qu'on appelle la RG, la retenue de garantie, qui représente 7% du montant du marché. Et il récupère sa retenue de garantie 3 mois après la réception définitive qu'on va voir par la suite. Alors, la réception définitive, il court entre la réception un an après la réception provisoire. Alors, l'ouvrage est terminé, on établit un PV de réception provisoire, on compte un an, puis on établit un PV de réception définitive. Alors, durant, c'est-à-dire le délai de garantie, l'entreprise est censée remédier aux malfaçons et aux problèmes, éventuels problèmes décelés au niveau de la période de garantie. Sinon, c'est-à-dire, s'il ne répond pas, on a ce qu'on appelle la retenue de garantie qui est 7% du montant du marché et l'entreprise récupère sa retenue de garantie 3 mois après la réception définitive. Alors, pour récapituler,
l'entreprise récupère sa caution définitive 3 mois après la réception provisoire et elle récupère la retenue de garantie 3 mois après la réception définitive. Éventuellement, un marché peut être résilié dans les cas suivants, si la force majeure persiste au moins 60 jours pour les travaux, diminution dans la masse des travaux supérieure à 50%, c'est-à-dire on a un marché signé entre deux parties prenantes. Au cours de l'exécution, c'est avéré qu'on n'a pas bien détaillé, on n'a pas bien exprimé notre besoin. Donc, on a une diminution grave de la masse des travaux qui dépasse 50%. Alors, l'entreprise a droit c'est-à-dire de résilier le marché. Si on a une révision des prix qui dépasse, c'est-à-dire 50%, l'entreprise a droit de résilier le marché. Si on a un retard de paiement qui dépasse 8 mois, c'est-à-dire l'entreprise a droit également de résilier le marché, mais il y a également une nouveauté qui a été, c'est-à-dire présentée par le nouveau CCG de 2016, qui concerne la demande d'indemnisation. Alors, si on a soit un changement de plus ou de moins de 50% par rapport c'est-à-dire à la masse, c'est-à-dire le changement dans la masse de la nature d'ouvrage, l'entreprise, il a le droit d'être indemnisé à condition que le changement, c'est-à-dire le delta, soit de plus ou de moins, de la nature d'ouvrage, il représente, c'est-à-dire un montant supérieur à 10% du montant du marché. Si ces deux conditions sont réunies, c'est-à-dire la nature, c'est-à-dire la masse des travaux en plus ou en moins est de 50% du montant du marché, et également, c'est-à-dire avec le plus, le delta, les quantités ajoutées fois le prix unitaire, il représente plus que 10% du montant du marché, l'entreprise a le droit d'être indemnisée. En tout état de cause, le montant d'indemnisation ne doit pas dépasser 15% du montant du marché. Il faut bien retenir cet amendement. C'est un nouveau amendement qui a été adopté au niveau du CCG de 2016. Et puis voilà, merci pour votre attention. Désolé, j'étais un petit peu, c'est-à-dire long, mais bon, donc je laisse la parole, c'est-à-dire à Madame Souad Nebi pour écouter, c'est-à-dire les questions et les demandes, c'est-à-dire le partage des entreprises, c'est-à-dire pour recenser les revendications, les demandes, les remarques, parce qu'ils sont mieux placés, ils sont dans le terrain, et c'est-à-dire qui d'autre peut, c'est-à-dire mieux connaître les lacunes, mieux que les entreprises marocaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Riyad. Ça a été très, très riche en informations. J'espère que ça a pu éclaircir l'audience sur tous les types de marchés, les différents modes de fonctionnement, les différents recours, les conditions de résiliation et tout. En tout cas, on a une 60aine de personnes sur Zoom, idem pour Facebook. Et j'ai plein de questions pour toi. Donc, prépare-toi. Alors, il faudrait juste que je me retrouve là. Alors, justement, une question qui se répète souvent, est-ce que le moins de 10 ans est une bonne chose aux appels d'offres? C'est une question, merci bien pour toutes les personnes qui ont posé cette question, parce qu'il faut bien savoir une chose très importante. Parce que les marchés publics, on parle, c'est de l'argent public. Alors, les marchés publics, c'est comme la démocratie. La démocratie, ce n'est pas meilleur, mais c'est le moins des pires. C'est comme ça que c'est une approche philosophique un petit peu. Alors, on ne peut pas, par exemple, c'est subjectif de dire, quand on parle des marchés publics, et dire on ne peut pas choisir le moins, disons. Parce qu'en principe, conformément aux dispositions de l'article 157 de la Constitution marocaine de 2011, il faut avoir une bonne gouvernance pour la gestion des institutions d'administration marocaines. Alors, quand on parle de marché public, c'est de l'argent public. Alors, en principe, on doit, c'est-à-dire, avoir une bonne gouvernance, savoir gérer cet argent, mais pour les prestations, par exemple, d'études, on fait ce qu'on appelle la pondération. C'est 60%, 40%. 40% pour 60% pour l'évaluation technique et 40% pour l'évaluation financière. La note globale, c'est-à-dire 60 fois, c'est-à-dire la note technique, 40 fois la note financière, nous donne une note globale pour l'adjudication.
Pour les travaux, c'est-à-dire on n'a pas cette pondération. Mais, c'est-à-dire on ne peut pas attribuer le marché, c'est-à-dire à une entreprise qui n'a pas présenté une offre compétitive. Donc, la meilleure des choses, le meilleur scénario parmi les scénarios présents, c'est basé sur l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire en termes de coût. Très bien. Donc concrètement, dans la mesure où il y a des études techniques qui se font sur les offres, quand il y a des études techniques qui se font, concrètement, c'est le mieux-disant. On peut parler de mieux-disant. C'est le mieux-disant, mais l'appellation juridiquement adoptée au niveau des décrets des marchés publics, c'est l'offre économiquement la plus avantageuse. Il a défini l'expression. L'offre est économiquement la plus avantageuse. Très bien. Très bien. Alors, autre question qui revient, est-ce que la partie des marchés consacrés aux PME est respectée par les administrations? Concrètement, les 30% dont on parle beaucoup, qui est réservé aux PME, auto-entrepreneurs et coopératives, est-ce que ces 30% est respecté? En principe, c'est-à-dire les organismes publics en vertu, c'est-à-dire du décret des marchés publics, ils sont dans l'obligation de respecter, c'est-à-dire les 20% et non pas 30% des programmes prévisionnels réservés aux PME marocains. Mais la majorité des établissements publics, ils respectent ça. Parce que désormais, c'est une obligation. Ils n'ont pas un choix. Donc, ils sont dans l'obligation. Et la majorité des organismes publics marocains, ils respectent, c'est-à-dire l'attribution de ces 20% des programmes prévisionnels à la PME marocaine. J'avais compris que c'était passé à 30% en décembre 2019 suite à l'intégration des auto-entrepreneurs et coopératives. Oui, au début, c'était 20% en 2013. Après, il a été modifié pour 30% en 2019. Voilà, exactement. Alors, est-ce que le principe de la concurrence est respecté? Oui, en principe, oui. Dans la plupart des organismes publics marocains, ils sont dans l'obligation. C'est pas un choix bien, c'est-à-dire c'est une obligation. Et la plupart respectent, c'est-à-dire le mode de passation, c'est-à-dire des marchés publics. Également, c'est-à-dire la plupart, ils publient, non, c'est pas la plupart, mais tous les organismes au Maroc, ils publient l'avis d'appel d'offres dans le portail marocain des marchés publics. Ils respectent toute la procédure. Si une entreprise éventuellement décèle un vice de forme, bien, c'est-à-dire un non-respect de la procédure, il peut, comme je l'ai expliqué au niveau des slides, peut saisir le maître c'est-à-dire d'ouvrage public. S'il n'est pas convaincu par sa réponse, il peut passer au président du conseil d'administration. S'il n'est pas convaincu par c'est-à-dire sa réponse, il peut contacter également c'est-à-dire la commission des marchés. Mais tous les entreprises marocaines, ils sont dans l'obligation et ils respectent. Ils respectent c'est-à-dire la procédure des marchés publics. Voilà, tout à fait. Fatima Farhan a levé la main. Est-ce que Fatima Farhan, vous voulez poser une question? Vous pouvez activer votre micro. Oui, bonsoir tout le monde. Merci de nous avoir donné cette opportunité. La question qui se pose toujours, c'est que le moins de 10 ans, et j'insiste sur la question que j'ai posée dans le chat avec mes autres intervenants, n'a pas toujours été bonne pour un marché public parce qu'on fait appel toujours à un moins de 10 ans et lorsqu'on voit la prestation, elle est médiocre. Et le malheur, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un moins de 10 ans qui donne une prestation médiocre, on fait toujours appel à lui et on ne le néglige pas. Est-ce que, s'il vous plaît, vous ne voyez pas que normalement, pour toute personne qui participe au marché public et qui donne une prestation qui n'est pas à la hauteur ou bien qui n'est pas dans les normes demandées, est-ce qu'on n'a pas le droit de l'exclure carrément des marchés publics? Et moi, je dis ça par expérience et parce que depuis 2009 que je participe au marché public. Et merci. Je vous remercie beaucoup, Madame Fatima Farhan, pour cette question très importante. Alors, en principe, si une entreprise, c'est-à-dire n'a pas exécuté, c'est-à-dire le marché conformément aux règles de l'art et conformément aux c'est-à-dire dispositions du marché, il y a, c'est-à-dire des règles qui régissent ça. Il y a des pénalités, il y a beaucoup de choses qui sont bien entendu prévues dans le marché
et qu'on peut les appliquer à l'égard de cette entreprise qui, bien entendu, n'a pas rempli ses obligations. Mais venir du jour au lendemain, c'est-à-dire comme ça, prendre une décision d'exclure, on n'a pas le droit. N'importe quel organisme public n'a pas le droit. Il y a des cas où on exclut une entreprise et on l'empêche de participer dans les marchés publics, mais il y a c'est-à-dire sous réserve de plusieurs conditions. Donc, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc, il y a c'est-à-dire des dispositions où, c'est-à-dire en se basant sur ces dispositions, on peut exclure une entreprise. Mais exclure une entreprise parce qu'il n'a pas, c'est-à-dire exécuter le marché, non, on n'a pas le droit. N'importe quel organisme public n'a pas le droit, c'est contre les principes, c'est-à-dire des marchés publics. Alors, bien entendu, s'il n'a pas rempli ses obligations, on a des pénalités, on a des cautions. Alors, les cautions, ils servent à ça. La caution définitive, la retenue de garantie, ils servent à ça, c'est-à-dire pour donner à César ce qui appartient à César. Donc, voilà. Mais pour élargir c'est-à-dire la concurrence, pour le principe même des marchés publics, n'importe quelle entreprise elle a le droit c'est-à-dire de participer au marché public. Je me permets d'intervenir aussi, c'est Riyad, parce que je pense la question de Madame Farhan, parce que en parallèle, au niveau des achats, au niveau du secteur privé, il y a ce qu'on appelle l'évaluation et la réévaluation des fournisseurs. Concrètement, quand un fournisseur, on lui attribue un marché, un contrat, quand il a exécuté, il y a une commission qui se réunit pour évaluer la prestation. Est-ce que cette prestation, elle a été conforme à ce qu'on a demandé? Est-ce qu'elle a été faite dans les règles de l'art et tout? Et ça permet d'avoir une notation du fournisseur qui permet par la suite d'en tenir compte. Peut-être que ce serait parmi les propositions à remonter dans le cadre à la suite de ce webinaire, parce que s'il y a des fournisseurs qui font des prestations qui ne répondent pas, qui n'exécutent pas la prestation comme il faut. Et donc, est-ce que ces fournisseurs, on les retrouve tout le temps? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'y a pas lieu justement de faire une réévaluation pour écarter les prestations médiocres, qui ne sont pas bien faites? Peut-être c'est un axe de réflexion peut-être. Oui, madame. Alors, en principe, vous m'écoutez, madame? Oui, je vous entends très bien, oui. Oui. Alors, en principe, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le droit, c'est-à-dire d'exclure une entreprise. Déjà, le concept, c'est-à-dire d'évaluation des fournisseurs, ça ouvre un grand débat. Parce que même si, par exemple, tu as, c'est-à-dire audité ou bien, c'est-à-dire évalué une entreprise, s'il s'avère qu'il n'a pas rempli ses obligations en termes d'exécution du marché, alors demain ou après-demain, quand tu lances un appel d'offres, il a présenté une offre de dossier administratif, il a présenté une offre compétitive, il se fait déclarer attributaire, tu n'as pas le droit de l'exclure. En vertu de la loi, tu n'as pas le droit d'exclure. Donc, justement. C'est ça la particularité, c'est ça la différence entre, c'est-à-dire avec le privé. Parce que pour les marchés publics, c'est autre chose. Chaque entreprise, elle a le droit de. Bien entendu, s'il n'a pas exécuté un marché conformément aux règles de l'art, il y a des pénalités, il y a des cautions, il y a beaucoup de choses. À un moment donné, on va accompagner cette entreprise pour qu'il améliore sa prestation. Si on lui applique déjà les pénalités, par exemple, rien que pour le retard, c'est 0,08 pour 1000 pour chaque jour de retard. C'est énorme pour l'entreprise. Donc, pour 30 jours, je vous laisse le soin d'imaginer combien. S'il ne remplit pas, par exemple, les malfaçons, ne répond pas aux, c'est-à-dire malfaçons décelées au niveau de son ouvrage, alors on lui inflige également une pénalité. Donc, voilà. Mais, c'est-à-dire, même si, en tout état de cause, on n'a pas le droit d'exclure une entreprise, éventuellement, elle peut être exclu par une décision émanant, c'est-à-dire du ministère, etc. Si il a fait telle ou telle chose, il y a des conditions où on peut l'exclure. Mais, c'est-à-dire juger, c'est-à-dire la prestation et dire on va exclure, non. C'est-à-dire, c'est interdit par la loi. Oui, mais ça peut être un axe de réflexion. Oui. Très bien. Alors, Monsieur Labé Kamoun qui demande justement sur un autre registre, le portail des marchés publics, il se bloque souvent.
La TGR est appelée redoubler d'efforts pour lever cette contrainte. Il y a un problème comment dire, de téléchargement. Quand on veut télécharger des cahiers de charges, ça prend du temps. Donc, l'idée, en fait, c'est ça. C'est comment demander à ce que ça soit plus souple. Oui, Alors, j'ai deux participants qui ont levé la main. Oui, si Riyad Qatatek. éventuellement, ça peut arriver parce que le portail marocain des marchés publics, alors c'est un système d'information comme les autres. Alors, n'importe quel système d'information, il peut éventuellement connaître des problèmes, des anomalies. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler avec les responsables de TGR, que je saisis l'occasion pour les saluer parce qu'ils font un travail énorme. C'est une grande institution au Maroc qui fait un travail énorme. C'est elle qui abrite, c'est-à-dire le mode de passation des marchés publics. Donc, leur adresse email, une fois que vous les contactez, ils répondent immédiatement. C'est-à-dire, ils ont fait preuve d'une réactivité inouïe. Donc, voilà, il peut éventuellement connaître un problème, mais généralement, c'est-à-dire les personnes, ils sont là, ils peuvent nous accompagner pour remédier à toutes sortes de problèmes. Oui, tout à fait. Ils ont assisté avec nous. Ils ont participé à plusieurs webinaires sur essentiellement la dématérialisation et sur la soumission électronique. On remercie justement les gens de la TGR, tout à fait. Alors, je donne la main. Il y a deux personnes qui ont levé la main. Il y a M. Ahmed Haddad et M. Aziz Beidani. Donc, on commence par Si Haddad. À toi la parole, Si Haddad. Oui, bonsoir tout le monde. Oui. Merci beaucoup. C'est Riyad, notre Merci beaucoup. Merci à toi. Vous faites partie des membres du club des dirigeants pour excéder notre mission, surtout BTP. Hein, d'accord, il a besoin de votre gabarit, Namasidi. Alors moi, ce n'est pas des questions, c'est juste peut-être une réflexion. D'après l'analyse d'Yali, toute entreprise qui travaille avec l'État, elle est prisonnière, elle est condamnée à travailler toute sa vie avec l'État. Et toute entreprise qui travaille dans le privé, je remarque qu'elle est condamnée à travailler avec le privé. Et c'est une vraiment réflexion aujourd'hui. Je peux dire, c'est quoi la différence? Pourquoi on n'arrive pas, nous, par exemple, moi je travaille dans le privé, je peux exceller, mais le moment où je vais m'adresser au tout ce qui est marché public, je me trouve comme un ignorant, tout simplement. Je peux soumissionner, je peux faire ce qu'on fait comme effort, mais la vérité, j'arrive pas à accrocher le marché. Et le gars qui travaille dans les marchés publics, quand je lui demande pourquoi vous ne pouvez pas attaquer les marchés privés, il me dit ouais, c'est difficile, c'est monstrueux, donc moi je préfère travailler avec l'État. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Comment assurer cette transformation d'aller soit vers l'État ou l'État vers le privé? Mais moi je préfère aller vers l'État en ce moment de conjoncture, étant donné que l'État il reste à vérifier un bon payeur avec des deadlines qui sont vraiment aujourd'hui respectés. Donc, mais au sein du club des dirigeants et surtout la commission BTP, est-ce qu'on ne peut pas avoir vraiment un soutien des experts qui sont là, qui doivent nous accompagner dans de la transformation? Parce qu'on n'arrive pas à s'adapter, même au niveau de classification. Moi, j'ai un chiffre d'affaires qui est pas mal, mais au niveau de la classification, comme c'est en ligne, je suis sur la classe 4, ce qui est vraiment d'un débutant qui ne dépasse pas les 1 million de dirhams. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit moi, je ne sais pas remplir, soit online, il n'y a pas des gens derrière qui vont vraiment assurer les bonnes choses, étant donné qu'on fait un bon transfert à les cadres, à les références, à les ingénieurs et tout ça, et qu'on fait un diagnostic à blanc, on estime qu'on aura une bonne classification, mais malheureusement non. Maintenant, lorsqu'on va remplir le marché,
on est à côté de la plaque parce qu'il y a une évaluation professionnelle. Donc, si aujourd'hui on a de l'accompagnement au sein du club des dirigeants via la commission de BTP, ça sera une très bonne chose. Une deuxième réflexion, aujourd'hui on parle beaucoup avec réserver un marché dédié pour, maintenant c'est la question, est-ce PME ou la TPE? PME, la moyenne entreprise a un chiffre qui est donc ce qu'on doit aider c'est la TPE اللي ما عندهاش un chiffre من 2 millions ولا من 1 million لتحت. هذه خصنا نعاونوها، وملي كنعاونوها فين نلقاو المارشي؟ واش كيكون مكتوب ديدي بوغ تي بي او؟ Admettons, c'est bon, moi je suis débutant, je viens de démarrer, alors comment je peux accéder? On a les références. Est-ce qu'ils vont m'accepter et sur quels critères ils vont juger les compétences d'Yanna? Un CV ou l'entreprise donc comment on va la soutenir? Le chiffre, il est crédible. Est-ce qu'il y a des statistiques? Et merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup à vous, Sahdad. Question très intéressante comme d'habitude. Oui. Je remercie Sahdad pour cette réflexion. Il a fait le tour, donc il a dit des choses très importantes. Effectivement, il y a des entreprises qui préfèrent travailler avec le secteur public, également celles qui préfèrent travailler avec le secteur privé, mais je pense que c'est-à-dire les ordonnateurs, les maîtres d'ouvrage publics en général, il a besoin de toutes les compétences. Donc, il a besoin également des entreprises qui préfèrent travailler avec le secteur privé. Donc, des fois, ce sont des choix, des décisions, c'est-à-dire stratégiques optées par telle ou telle entreprise qui préfère travailler avec c'est-à-dire soit le privé, soit le public. Mais je pense qu'il faut bien également pour celles qui préfèrent travailler avec le secteur privé, donc il faut, c'est-à-dire l'entreprise publique doit leur tendre la main, doit travailler en étroite collaboration avec elles, doit les prendre sous ses ailes afin de développer, c'est-à-dire des coopérations, de développer une opportunité de travail, parce que ça sera malheureux d'avoir une entreprise qui excelle dans le domaine, c'est-à-dire dans son domaine, et que le marché public ne bénéficie pas de cette compétence. Donc, ce n'est pas bénéfique pour les marchés publics en général, d'autant plus que, bien entendu, le marché public, il représente 17% du PIB marocain, estimé à 110 milliards de dollars. Donc, c'est quelque chose qui est énorme. Toutes les pistes sont, c'est-à-dire envisageables. Il faut emprunter tous les chemins qui nous amènent vers l'amélioration de ce domaine. La deuxième réflexion de M. Haddad, elle est très importante concernant c'est-à-dire l'allocation des budgets, c'est-à-dire des programmes prévisionnels pour la TPME. Effectivement, actuellement, en vertu de la réglementation qui régit les marchés publics, ça concerne uniquement la PME marocaine, c'est-à-dire le 30% est uniquement pour la PME marocaine. Donc, il faut bien c'est-à-dire réfléchir ou penser à ça. C'est une proposition, je pense, très importante pour réserver également une grande partie pour la TPE, surtout dans cette conjoncture difficile caractérisée par la pandémie de Covid-19 qui a causé malheureusement une baisse de la commande publique. Alors, pour répondre à votre question, pour les appels d'offres qui sont réservés à la PME, effectivement, c'est-à-dire, il est bien clair et on le stipule au niveau de CPS. Au niveau de cahier de charge, on dit bien que cet appel d'offres il est réservé aux PME. Donc, il y a des conditions. Donc, si une entreprise n'est pas une PME, ne doit pas participer à cet appel d'offres. Et même au niveau du portail des marchés publics, c'est mentionné quand c'est alloué à la PME, c'est précisé. Et même sur les programmes prévisionnels qui sont publiés. Oui, effectivement. Très bien. Merci beaucoup. C'est Aziz Beida. Satisfait, c'est Haddad? Très bien. Oui, alors, oui. Si on a deux autres personnes qui ont levé la main, M. Aziz Beidani, et après on passera à M. Abdelmjid. Merci, madame. Merci, madame. Merci à vous. Merci, Riyad, pour votre présentation qui est très riche, vraiment très riche. Anna, je vais parler sur deux points. Plutôt le premier point, il est technique. Je parle sur l'avenant. L'avenant,
surtout pour les travaux, les prestations, les articles qui ne sont pas dans le marché. Est-ce qu'on peut, pour faire de l'avenant, est-ce qu'on doit faire le recours à la concurrence? Est-ce que ce n'est pas automatiquement qu'on va travailler avec l'entreprise attributaire ou la titulaire? C'est ça ma première question, d'accord? Ou bien on doit faire la concurrence, avec d'autres entreprises, même si le titulaire il travaille déjà dans le marché. Ça, c'est ma première question. Deuxième point, c'est que au niveau de le moins 10 ans, le point, vous avez beaucoup parlé de lui, mais je vois que la loi, oui, quand tu as le maître d'ouvrage, beaucoup, en fait, beaucoup de droits pour contrôler, pour faire, surtout au niveau du CPS, au niveau du règlement de consultation, ou avec la commission, bien sûr, qui travaille pour concrétiser avec le marché, pour avoir un bon attributaire. La loi, il aide au niveau de la concrétisation ou l'attribution du marché pour choisir, bien sûr, la bonne entreprise. Il y a le dossier technique, c'est dans le dossier technique, là, où la commission, il doit bien travailler, il doit agir pour en fait, sélectionner les meilleures entreprises. Même au niveau de la commission des études de prix. Donc, les prix moins 10 ans, bien donc les prix, la commission, il est souverain. Même s'il est moins 10 ans, il peut ne lui pas attribuer le marché. Le plus. C'est ça, c'est ma première question. En fait, ça, le deuxième point, c'est pour expliquer un peu les choses, mon avis. Mais ma question, c'est question de l'avenir. Est-ce qu'on fait recours aux concurrences ou bien on travaille directement avec le titulaire de marché? Et merci. Merci, Sebaïdani, pour votre réflexion. Elle est riche. Donc, vous avez touché les points essentiels au niveau des avenants. Alors, en principe, conformément à la disposition de l'article 86 des marchés publics, l'avenant, c'est-à-dire surtout relatif aux prestations supplémentaires, alors, elle est obéie à des lois. On ne peut pas venir du jour au lendemain conclure un avenant. En principe, la première des choses, c'est que l'avenant, les travaux supplémentaires ne doivent pas dépasser 10% du montant du marché. Oui. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est-à-dire, ça concerne, par exemple, les prix supplémentaires qui n'ont pas été stipulés, prévus au niveau du marché, mais également, c'est-à-dire des prix annexes et nécessaires pour l'exécution du marché. Ça, c'est très important. Par exemple, si un prix ou bien une prestation qui n'a rien à voir avec le marché de base, on ne peut pas, c'est-à-dire l'exécuter moyennant un avenant. C'est très important parce qu'il doit, premièrement, faire partie du périmètre du projet. Il doit être une prestation nécessaire pour le parachèvement, pour l'exécution du marché. Nécessaire, bien entendu, pour le parachèvement, l'exécution du marché. C'est une prestation où, c'est-à-dire annexée à l'ouvrage, et dans l'exécution, c'est-à-dire on ne peut pas venir du jour au lendemain. Il faut, c'est-à-dire négocier les prix avec l'entreprise qui est déjà présente sur place, voir d'autres prix, d'autres devis de l'entreprise. On peut venir, c'est-à-dire conclure l'avenant. Mais ce qui est très important, c'est que l'ensemble des prix supplémentaires doivent être annexés à l'ouvrage. C'est-à-dire en étroite relation à l'ouvrage est nécessaire pour l'achèvement de l'ouvrage. Je vous donne un exemple. Nous sommes en train de construire, par exemple, un bâtiment. On était face à une prestation indispensable, par exemple, pour les fondations, les puits, où là, on a trouvé une contrainte, c'est-à-dire au niveau de l'ouvrage. Et on ne peut pas continuer les travaux si on n'exécute pas ce type de prestation. Alors là, c'est une prestation supplémentaire qui n'a pas été prévue dans le marché de base, mais indispensable pour le parachèvement de l'ouvrage. Voilà. Deuxièmement, pour c'est-à-dire le moins 10 ans, effectivement, en principe, la commission, il est souveraine dans ses décisions, mais il n'a pas le droit, c'est-à-dire d'écarter une entreprise qui a été déclarée, c'est-à-dire économiquement, dans l'offre économiquement la plus avantageuse. Parce que, en principe, c'est-à-dire on se base sur
l'offre économiquement la plus avantageuse. Bien entendu, c'est-à-dire l'entreprise doit être admise techniquement acceptable, mais si son offre elle est la moins disante, donc automatiquement, par la force de la loi, il doit se déclarer attributaire du marché. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle des marchés publics, c'est de l'argent public. Donc l'argent public, c'est mon argent, c'est ton argent, c'est son argent. Donc en principe, comme je l'ai dit, en vertu de l'article 157 de la Constitution marocaine, qui est la loi, c'est-à-dire suprême, qui régit toutes les pratiques, c'est-à-dire au niveau de toutes les administrations au Maroc, on est dans l'obligation de respecter la bonne gouvernance. Quand on parle de la bonne gouvernance, c'est-à-dire la bonne gestion de l'argent public. Il n'y a pas une autre formule meilleure que ce qu'on a actuellement. Certes, elle n'est pas parfaite, ça c'est sûr. Il y a plusieurs problèmes, mais malheureusement, c'est la moins pire, entre guillemets, si je me permets d'utiliser le terme. Voilà. Oui, je ne sais pas, est-ce que je peux intervenir, surtout pour les avenants. Il faut mentionner que le visa du contrôleur d'État il est obligatoire pour un avenant, quel que soit le montant d'IEL. Est-ce que c'est vrai ça, le visa de chaque avenant, il doit être visé par le contrôleur d'État? Non, c'est vrai? Non. En principe, non. C'est-à-dire la conclusion d'un avenant pour les travaux supplémentaires nécessite, c'est-à-dire un certificat administratif de l'autorité compétente. Et non pas un contrôleur d'État. C'est l'autorité compétente qui doit signer un certificat administratif où on dit, vu ça, on a décidé de. Donc, on explique en détail. Également, il faut avoir une note justificative de la part du maître d'ouvrage qui explique pourquoi on a décidé de conclure un avenant. Donc, il détaille les raisons sur le plan technique qui étaient derrière la conclusion de cet avenant. Puis voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, Monsieur Abdelmejid, je vous donne la parole. Vous attendez depuis tout à l'heure. Merci, madame, pour d'avoir me donné cette occasion pour donner un éclaircissement, surtout sur le point qui concerne l'accès des entreprises qui travaillent dans le privé, comme il a dit sur Sehdad, ou la question d'elle, comment avoir un certificat de qualification de classification, étant donné que je fais partie de la Fédération nationale de bâtiments et travaux publics dans la région de Fès. J'ai travaillé pas mal de temps sur ce segment. Ce que je peux dire à Silhaddad, que l'accessibilité peut se faire directement à travers le dépôt d'un dossier constitué des pièces administratives plus quelques éléments qui concernent le minimum de matériel et l'encadrement exigé, et avoir une classe et des qualifs qui peuvent lui permettre de soumissionner comme les autres entreprises qui ont un certificat à titre définitif. Donc, pour avoir une classe, par exemple, 4 dans le secteur A, qui est de construction, une entreprise a plus de 100 existences, ou de 25 ans, ceux qu'on a un technicien, soit dessin de bâtiment, ou là, chef de chantier, ou là, avec une bétonnière, واحد monte-charge, واحد compresseur ou compacteur, un certificat, où il est soumissionné à hauteur de la classe 4, 4 millions de dirhams, environ 4 millions de dirhams. بالنسبة la question ديال la PME, هذاك راه واحد الخطأ كبير كاين عندنا. تعريف ديال la PME في المغرب إلا مشينا خدينا la définition ديال une PME, il y a une entreprise qui emploie moins de 200 personnes. Oui, là, dans le système de qualification, il y a l'entreprise classe 1 qui réalise un chiffre d'affaires supérieur à 75 millions de dirhams. Donc, il faut militer pour revoir avec la définition de la PME, pour rabaisser le chiffre d'affaires
qu'il doit être réalisé le minimum et le nombre d'emplois créés. C'est un problème. هذيك راه انا نقول لك واحد القضيه غير سي ان ديتورنمون على ديك ال 20% راه حتى واحد من لي بيتيت مويان زونتربريز ما يمكن لهم ياخذوها بالمفهوم ديال لي زونتربريز كي فون شيفر دافير اونتر 5 et 10 مليون دو درهم. كنشكركم مره اخرى وهذا الموضوع راه مهم جدا وما يمكنناش نقربوه تعتين ولا شي حاجه دونك يفو ليكلاتي سور دي Tout à fait, c'est. Oui, monsieur Abdel. Oui, tout à fait, Abdelmjid. Peut-être on fera certainement d'autres webinaires sur les marchés publics parce que le sujet il est très important, il est très riche, et il y a plein de choses à discuter. Je voulais juste oui, avec plaisir. Je voulais juste rebondir sur ça pour dire que effectivement par rapport quand on va sur le site le portail des marchés publics, on trouve donc les PME, les auto-entrepreneurs et les coopératives. Donc les TPE et les TPE dans tout ça. Mais ça paraît peut-être une omission. Donc peut-être c'est un axe sur lequel il faudrait peut-être travailler aussi. Il faut militer pour changer avec la définition, le livre blanc de la petite et moyenne entreprise. Oui, tout à fait. Alors, il y a une autre question. Riyad, tout à l'heure, vous avez parlé les enchères inversées. Il y a quelqu'un qui a réagi pour dire qu'est-ce que c'est exactement. Moi, je voudrais bien qu'on éclaire un peu les gens sur ça parce que c'est une pratique qui n'est pas très connue. J'aimerais bien que vous nous expliquiez en quelques mots rapidement. Oui, alors malheureusement, oui, effectivement, madame, c'est une pratique qu'on n'utilise pas en dépit de la disposition des moyens techniques nécessaires qui nous permettent. Riyad, on a perdu. On t'a perdu. Riyad, je ne vous entends pas. C'est-à-dire alors les enchères électroniques, المزايدة المناقصة. Au niveau du PMMP, on c'est-à-dire la prestation, on reçoit, c'est-à-dire la part des demandes, pardon, les offres de prix de chaque entreprise, c'est-à-dire au niveau des PMMP, il y a, c'est-à-dire toutes les dispositions techniques nécessaires qui permettent le déroulement de cette opération selon les règles de l'art. Chaque entreprise, elle présente, c'est-à-dire une offre et on voit à chaque, c'est-à-dire l'offre de chaque entreprise et à la fin, c'est-à-dire l'appel d'offres, il est adjugé à l'entreprise qui a présenté l'offre la plus intéressante. Alors, en principe, ça se passe, c'est-à-dire en direct au niveau du portail marocain des marchés publics, mais malheureusement peu d'entreprises, établissements publics c'est-à-dire qui choisissent ce mode de conclusion des marchés en dépit de la disposition des moyens techniques nécessaires offerts par le PMMP pour le recours à ce genre de prestations. Alors, en principe, c'est très important parce que j'ai eu la chance de partager, de discuter ça avec des personnes, des collègues qui ont eu l'expérience de travailler à l'étranger, notamment en France. Ils m'ont dit, c'est-à-dire que ça leur arrive, c'est-à-dire d'adjuger un appel d'offres avec un montant très important parce que ça se joue sur le plan psychique du concurrent. En principe, selon les spécialistes en la matière, les psychologues, qu'est-ce qu'ils disent? À chaque fois, c'est-à-dire que je suis une entreprise, je vais, c'est-à-dire participer à un appel d'offres, j'essaie toujours de garder un œil sur le deuxième. Donc, ça se joue, c'est-à-dire sur le plan psychique. Il peut, par exemple, pour c'est-à-dire gagner le marché, j'essaie de baisser un petit peu les prix. L'autre, il peut par exemple augmenter. Donc, c'est un jeu psychique entre le premier et le deuxième. Et ce qui est le gagnant, c'est le maître d'ouvrage public. Donc, normalement, ça se passe au niveau du portail marocain des marchés publics. On a toutes les dispositions, l'arsenal technique nécessaire et également juridique, parce qu'elle est prévue au niveau du chapitre 5 du décret de marché public. Mais malheureusement, la plupart des organismes publics marocains n'optent pas pour les enchères électroniques inversées. Oui, justement, mais, de toute manière, je pense que, comme tu as dit, le Covid, il a accéléré la digitalisation, il pourra accélérer ça aussi, parce que c'est des pratiques qui se font également à l'étranger, ça marche très bien. Alors, une autre question, c'est Riyad, est-ce que les délais sont respectés quand on parle de délais pour tout ce qui est retard de paiement et tout, est-ce que les délais sont respectés? Est-ce que le calcul des intérêts moraux
moratoire est respecté? C'est une question j'ai trouvé qu'elle était assez pertinente et intéresse énormément les dirigeants. Oui, alors en principe, c'est-à-dire pour tous les organismes publics marocains, la moyenne, c'est-à-dire de délai de paiement, il est de l'ordre de 120 jours plus ou moins, mais le législateur, il a ramené un nouveau amendement au niveau de CCG, cahier de clause générale de 2016, où il a bien stipulé que l'entreprise, c'est-à-dire adjudicataire et titulaire du marché, il a le droit, c'est-à-dire de bénéficier des intérêts moratoires dus à un retard de paiement. Alors, le législateur, il a bien spécifié, c'est-à-dire il a bien donné le droit à l'entreprise d'avoir, c'est-à-dire des intérêts relatifs à un retard de paiement. Donc, la loi, elle est là. Elle protège, c'est-à-dire l'entreprise en cas de retard de paiement. Et si un retard dépasse 8 mois, l'entreprise elle a le droit de résilier le marché. Très bien. C'est clair. Alors, une question de Madame Hilali. Alors, la réglementation sur les marchés publics est juste parfaite, mais la réalité non plus. C'est-à-dire, la réalité, ça ne suit pas. Quelles sont les causes de ces dysfonctionnements? Normalement, c'est une observation un petit peu subjective. C'est-à-dire, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire, madame, par c'est-à-dire la réalité, c'est autre chose. Parce que c'est, elle dit, parce qu'elle chaque dit. personne va le voir à sa manière. Oui, exactement. Chaque personne va le voir à sa manière. Tout à fait. Alors, j'ai encore plein de questions. Si Riyad, alors, on en prend combien? J'ai encore une vingtaine de questions sur Zoom, d'autres sur Facebook. Tu es là avec nous encore pour quelques minutes? Oui, je suis là avec vous. Oui. D'accord. Alors, juste le temps de voir. Bonsoir, merci pour ce webinaire. J'ai une question concernant les entreprises qui font la valorisation des DG. Ils ne sont pas référencés au niveau du portail des marchés publics. Il y a des établissements qui font des appels d'offres mélangés. Je n'ai pas très bien suivi la question, il faut dire. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas référencés au niveau du portail des marchés publics. Est-ce qu'il y a des établissements qui font des appels d'offres mélangés? C'est-à-dire, si j'ai bien compris la question, en fait, il dit qu'il n'a pas trouvé de prestations pour la valorisation des déchets. Si j'ai bien compris la question. Alors, en principe, ça dépend, je ne sais pas le besoin, ça dépend des maîtres d'ouvrage. Donc, ça veut dire, si on ne les trouve pas, ça veut dire qu'on n'a pas le besoin pour le moment. C'est simple. Oui, très bien. Alors, donc, les mains levées, je pense on a vu, il y a quelqu'un qui a levé la main, non? Oui, c'est Sarah Alaoui. Oui, Oui, c'est moi. Oui, Madame Sarah, oui. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je veux juste mettre l'accent sur un point, c'est pour les maîtres d'ouvrage qui prévoient un article relatif à la fourniture de la garantie décennale ou de l'engagement express au moment de la réception définitive des marchés, mais cette clause est insérée par erreur, ce qui bloque la libération de l'allocation définitive. Est-ce qu'il y a possibilité de conclure un avenant pour y remédier? Et merci beaucoup. Merci à vous, Madame Sarah. Garantie décennale. Une question très compliquée. Oui. Normalement, c'est que pour les travaux, la garantie décennale. Exactement. En principe, la garantie décennale concerne, c'est juste pour donner quelques éclaircissements, la garantie décennale concerne quelques ouvrages où on exige, c'est-à-dire une sorte de garantie pendant 10 ans. C'est-à-dire la garantie court à partir de la date de la réception définitive pour c'est-à-dire une durée de 10 ans. L'entreprise doit ramener une police d'assurance, c'est-à-dire qui assure l'ouvrage pendant une durée de, c'est-à-dire 10 ans. Alors, dans le cas d'espèce, c'est-à-dire on a inséré une garantie décennale par erreur. Alors déjà, là, c'est un problème. C'est une problématique par erreur. Oui. Si on enlève à ce stade, on enlève la garantie décennale, ça veut dire qu'on a forcé la concurrence.
ce qui est vraiment grave. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'une entreprise, déjà au niveau de la phase d'appel d'offres, c'est-à-dire, il a vu la garantie décennale. Elle a validé le cahier de charge. Non, c'est-à-dire au début de lancement de l'appel d'offres, on a, c'est-à-dire une entreprise intéressée par l'ouvrage, il a vu l'exigence de la garantie décennale, il n'a pas voulu participer. Et à ce moment-là, c'est-à-dire dans cette phase, on enlève la garantie décennale, c'est comme si on force la concurrence. Alors là, c'est un problème. Mais, c'est-à-dire, en principe, selon l'arsenal juridique actuel, il n'y a pas une réponse, c'est-à-dire toute faite pour ce genre de situation. Mais le bon sens, qu'est-ce qu'il dit? Si c'était par erreur, ça veut dire en principe ne doit pas, c'est-à-dire, ne doit pas être exigé. Alors, il faut avoir une note justificative qui détaille en technique, c'est-à-dire la non-exigence de ça. Et à ce moment-là, c'est-à-dire, ça c'est un avis qui n'engage que moi, c'est-à-dire, il n'est pas stipulé au niveau de la réglementation. Je pense que si on a c'est-à-dire des justifications techniques validées, nécessaires, qui appuient cette décision, alors on peut conclure un avenant. Mais actuellement, il y a, c'est-à-dire au niveau du CCG de 2016, pour remédier à cette problématique, il a bien détaillé l'ensemble des ouvrages qui nécessitent, où on peut exiger la présence, c'est-à-dire la présentation de la police d'assurance couvrant la garantie décennale. Donc, pour sortir de ce débat, donc, il y a une liste bien précise des ouvrages où on peut, c'est-à-dire on doit exiger c'est-à-dire la garantie décennale. Parce qu'il faut bien savoir que naturellement, chaque arsenal juridique, il est amené à avoir une sorte d'insuffisance. Ça, c'est sûr, c'est naturel. Oui. Des fois, on ne peut pas, par exemple, trouver c'est-à-dire une réponse toute faite. Mais qui est le jihad, ce qu'on appelle le jihad, la réflexion, et surtout ne pas toucher les principes de la libre concurrence. Il faut respecter la concurrence qui est un pilier majeur, le socle des marchés publics. Très bien. Je voudrais juste ajouter, Riyad, tu l'as souligné tout à l'heure dans ton intervention, c'est que Madame Sarah, il ne faut pas hésiter quand vous soumissionnez, quand vous lisez un cahier de charge pour soumissionner, s'il y a des choses qui vous semblent pas nécessaires, par exemple la garantie décennale sur des fournitures ou des choses comme ça qui ne nécessitent pas une garantie décennale, il ne faut pas hésiter à écrire pour dire attention, sur le cahier de charge, il y a tel article sur la garantie décennale qui n'est pas nécessaire pour ce type de prestation. Et je vous assure que les acheteurs de l'autre côté, ils regardent ces demandes et ils les examinent et ils n'hésitent pas à corriger les cahiers de charge quand ils voient qu'il n'y a que c'est fondé. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre de remarques. Oui. Alors, autre question, c'est Riyad, les groupements. Il y a M. Hicham Nadal qui demande, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des groupements? On en a parlé tout à l'heure pour les soumissions. Il y a la possibilité de faire des soumissions par des groupements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui. Alors, pour le groupement, il y a deux types de groupements. Il y a le groupement conjoint et le groupement solidaire. C'est quoi la différence entre les deux? Un groupement solidaire, c'est-à-dire deux entreprises, elles réunissent, c'est-à-dire les moyens techniques, humains et financiers pour réaliser, c'est-à-dire solidairement, un ouvrage. Par exemple, moi et vous, madame, on va réaliser un ouvrage, donc on va travailler tous ensemble, mettre la main dans la main pour réaliser un ouvrage. Le groupement conjoint, c'est chaque partie, il va s'occuper, c'est-à-dire d'une prestation. Par exemple, on va conclure un groupement conjoint et on va réaliser une prestation. Vous, la peinture, moi, le gros œuvre, l'autre, il va faire, par exemple, c'est-à-dire les travaux de la finition, etc., etc. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Alors, quand on parle, si on exige un système de qualification au niveau d'un groupement, d'un appel d'offres. Alors, le groupement solidaire, c'est-à-dire le chef de file doit présenter, c'est-à-dire la qualification exigée par le CPS. Par contre, pour le groupement conjoint, chaque c'est-à-dire entreprise doit présenter la qualification exigée pour c'est-à-dire le lot. Chaque entreprise membre du groupement doit présenter la qualification exigée pour sa participation au niveau de l'eau. Par exemple,
une entreprise elle va faire les travaux de la peinture, elle doit présenter la qualification exigée pour la peinture. L'autre, il va faire la même chose. Par contre, pour le groupement solidaire, le mandataire doit, c'est-à-dire présenter la qualification exigée par le CPS. Par exemple, si on exige la classe 1, il doit présenter la classe 1. Les autres membres du groupement, il doit présenter la qualification avec N-1, par exemple, classe 2. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a deux types de groupements, groupement conjoint et groupement solidaire. Chaque partie, c'est-à-dire la différence, c'est que le groupement solidaire, la mise en commun des moyens humains, techniques et financiers. Pour le groupement conjoint, chaque partie s'engage à réaliser la partie qui lui concerne. Très bien. Excellent. Alors, je te propose de prendre, tu as encore le souffle pour prendre une autre question et on termine. Je pense qu'il est 9h moins quart. Hein? Oui, okay. Ça va? Okay, encore, bon, merci beaucoup pour ta patience, mais j'ai encore plein de questions. J'en ai filtré quelques-uns. Alors, la question de M. Kaddoudi Younes qui dit il y a des sociétés qui rentrent dans des marchés avec une faible marge pour qu'elles soient retenues, mais à la fin, la société ne livre pas ou se retire du marché. Donc, plusieurs marchés comme ça depuis une dizaine d'années au plus, et le marché reste suspendu. Que faut-il faire dans ces cas pour les deux parties? Je n'ai pas bien compris, madame, la question. Est-ce que vous pouvez la répéter? Donc, en fait, il dit qu'il y a des sociétés concrètement, qui sont missionnées avec de très faibles marges. Après, ils n'arrivent plus à honorer le marché. Et du coup, les marchés restent suspendus. Et la prestation n'est pas réalisée et le marché reste suspendu. Quel est le sort des parties concernées, aussi bien le soumissionnaire que le maître d'ouvrage? En fait, la question, c'est ça. C'est une problématique qui se pose. Oui. Alors, en principe, en vertu de la réglementation en vigueur, un marché ne doit pas être suspendu, en principe. Alors, parce que pourquoi? Si il est suspendu, demain ou après-demain, l'organisme public est audité par un organisme d'audit comme la Cour des comptes, etc. Donc, il doit justifier pourquoi cet ouvrage il a pris tel ou tel c'est-à-dire, retard. Donc, normalement, chaque organisme public, c'est-à-dire qu'ici la prestation n'a pas été exigée, il doit résilier le marché. Il y a plusieurs règles qui régissent c'est-à-dire la procédure de résiliation, soit au tort au grief de l'entreprise, soit au tort au grief du maître d'ouvrage public. Donc, cet ouvrage, ce cas ne doit pas être, c'est-à-dire, ne doit pas exister. Et en principe, un marché, il doit, c'est-à-dire, être achevé selon, c'est-à-dire, les exigences du cahier de charge. Si ça reste traîné, ça veut dire qu'on a accusé plusieurs jours ou bien plusieurs mois de retard, ce qui enfreint la réglementation en vigueur. Très bien. Ben, merci beaucoup. Écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc, on a compris, il y a pas mal de choses. On a compris que les marchés publics restent une grande opportunité pour les entreprises marocaines, essentiellement pour les PME. L'État et les organismes publics restent solvables. Et donc, il faut y aller, il faut prendre son courage. Bien sûr qu'il y a ces dérouages qu'il faut connaître, mais au fur et à mesure, on se rôde pour soumissionner au marché public et je pense qu'on a tous à y gagner. Et donc, merci beaucoup, Riyad, ça a été très intéressant. Tu nous as donné envie de soumissionner aux appels d'offres. En tout cas, je vous conseille d'aller sur le portail www.marchepublic.gov.ma. Utilisez-le comme vous utilisez les réseaux sociaux, n'arrêtez pas de le consulter. Il y a plein de consultations sur tous les types de prestations et de fournitures et certainement vous y trouverez vos comptes. Intéressez-vous au marché public, c'est une grande opportunité pour les marchés publics. Merci beaucoup Célia, ça a été très intéressant, ça a été très riche en informations. Merci pour ta patience, merci à nos participants, merci beaucoup de nous avoir suivis et pour la richesse de vos questions. Certainement on a retenu qu'il y aura d'autres webinaires qui porteront sur les marchés publics. On essaiera de démystifier ce concept, ce mode de fonctionnement pour le bien de nos entreprises et de nos membres. Merci beaucoup encore une fois, c'est Riyad. Au plaisir de vous revoir une autre fois. Bonne soirée, chers membres, et à la prochaine, au prochain webinaire organisé par le Club des dirigeants. Merci encore, c'est Riyad. Excellente soirée à tous. Au revoir.